Merci beaucoup de vous être arrêté sur cette chaîne. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi. Je suis heureux que vous soyez ici avec moi ce soir. Je vais vous raconter une histoire. Une longue histoire sur la Chine moderne. C'est un voyage tranquille à travers un pays fascinant. Vous pouvez vous détendre en m'écoutant. Fermez les yeux. Oubliez le stress de la journée. Ce ne sera pas un documentaire classique avec des images qui bougent partout. Ici, c'est la parole qui compte. Le texte, les faits, les vraies histoires de vraies personnes. Vous pouvez regarder ou simplement écouter. C'est votre choix. Beaucoup d'entre vous aiment cette approche. Vous m'avez dit que vous endormez plus facilement quand vous pouvez vous concentrer sur les mots. C'est exactement ce que nous ferons. J'ai préparé 12 chapitres pour vous. Chacun raconte une facette différente de ce pays extraordinaire. Pas de pédanterie, pas de discours politique, juste des faits intéressants, des histoires qui captivent, des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors, installez-vous confortablement, calmez votre esprit et plongez avec moi dans la Chine d'aujourd'hui. Imaginez un pays où la majorité des gens vivaient avec moins de $1 par jour. Un pays où des familles entières partageaient une seule pièce. Où la famine était une réalité, pas une histoire ancienne. C'était la Chine il y a 40 ans. Aujourd'hui, ce pays a plus de milliardaires que les États-Unis. Ses entreprises dominent le commerce mondial. Ses villes brillent la nuit avec autant de lumière que n'importe quelle capitale occidentale. Mais ce qui est vraiment incroyable, ce n'est pas la richesse des élites. C'est la transformation, massive et rapide, de plus d'1 milliard de personnes. En 1978, quelque chose a changé. Un homme nommé Deng Xiaoping a pris le pouvoir. Il n'était pas un révolutionnaire idéaliste. C'était un pragmatiste. Il a dit une phrase simple qui a tout changé. Peu importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape les souris. En d'autres termes, le résultat compte plus que la théorie. Le profit compte plus que l'idéologie pure. Les ports se sont ouverts. Les entreprises étrangères ont reçu des permissions spéciales. Les gens ont eu le droit de créer leurs propres affaires. C'était révolutionnaire pour un système communiste. C'était le capitalisme, mais avec un contrôle d'État. Un équilibre instable qui a marché contre toute attente. Les paysans ont quitté les terres. Des millions de personnes. Ils se sont entassés dans les gares. Ils ont pris des trains surpeuplés vers les villes côtières. Vers Shenzhen, vers Shanghai, vers les usines. Ils gagnaient 10 fois plus qu'à la campagne. C'était la plus grande migration humaine de l'histoire. Plus de gens se sont déplacés en quelques années que pendant toute la colonisation de l'Amérique. Ces travailleurs fabriquaient des choses, des vêtements, des électroménagers, des jouets, ensuite des téléphones, des ordinateurs. Chaque produit était un peu meilleur que le précédent. Les salaires augmentaient, lentement d'abord, puis plus vite, beaucoup plus vite. Une mère qui fabriquait des chaussures gagnait assez pour envoyer son enfant à l'école. Cet enfant devenait ingénieur. L'enfant construisait des usines plus grandes. L'usine attirait d'autres investisseurs. C'était un cercle vertueux, une réaction en chaîne. Les années 1990 ont apporté Internet à quelques villes. Au début, c'était lent, douloureux. Mais les jeunes ont compris le potentiel. Ils se sont assis dans des cafés sombres et humides pendant des heures. Ils apprenaient à programmer. Ils créaient des sites web. Certains de ces jeunes programmeurs
créait les géants que vous connaissez peut-être. Alibaba, Tencent, Baidu. Jack Ma était un professeur d'anglais qui gagnait à peine de quoi vivre. Il a vu Internet et a rêvé grand. Il a créé une plateforme pour les petits commerçants. Une plateforme où un fabricant de meubles en bois pouvait vendre à un acheteur à l'autre bout du monde. Cela semblait fou. Les investisseurs pensaient qu'il était fou. Mais cela a marché. Cela a tellement marché que sa plateforme vaut des milliards aujourd'hui. La classe moyenne explosait. Les gens achetèrent des appartements, puis des voitures, puis des ordinateurs. La consommation créait encore plus de croissance. Les entreprises chinoises apprenaient de plus en plus vite. Elles copiaient les idées occidentales, les amélioraient, puis les vendèrent moins cher. Les salaires augmentaient. Les syndicats n'existaient pas vraiment. Les conditions de travail étaient dures. Mais pour quelqu'un qui gagnait $1 par jour quelques années auparavant, $3 par jour semblait miraculeux. Les gens acceptaient. Ils travaillaient dur. Ils rêvaient. Une statistique vous dira tout. En 1978, 8 personnes sur 10 vivaient dans la pauvreté absolue. Aujourd'hui, c'est 1 personne sur plus de 100. Plus d'1 milliard de gens sont sortis de la pauvreté en moins d'une génération. C'est plus que la population entière de l'Europe. C'est plus que la population entière du continent africain à l'époque. Le monde occidental a remarqué. Les usines ont fermé en Occident. Les emplois ont disparu. Mais en Chine, les emplois se multipliaient. Les villes se remplissaient. Les gratte-ciels poussaient comme des champignons. Certains se construisaient en quelques mois. C'était chaotique. C'était sale. C'était aussi l'un des plus grands accomplissements économiques de l'humanité. Les enfants des paysans devenaient propriétaires d'entreprises. Les petites boutiques se transformaient en chaînes de magasins. Les ingénieurs amateurs créaient des produits qui dominaient les marchés mondiaux. C'était un système imparfait. Dangereux même. Des scandales de corruption secouaient régulièrement le pays. Des accidents d'usine tuaient des centaines de personnes. Mais la machine avançait. Cette transformation n'était pas uniquement un miracle économique. C'était aussi humain. C'étaient des familles qui remontaient de la pauvreté. C'étaient des enfants qui allaient à l'école au lieu de travailler au champ. C'étaient des rêves qui se réalisaient. Des rêves simples. Manger à sa faim. Avoir un toit solide. Envoyer ses enfants étudier. 40 ans plus tard, la Chine n'est plus pauvre. Elle est riche. Mais elle est aussi inégale. Les villes brillent. Les campagnes sont plus oubliées. Pourtant, même là-bas, les gens vivent mieux qu'avant. Beaucoup, beaucoup mieux. Voilà ce qui s'est passé. Une transformation silencieuse. Pas une révolution avec des drapeaux et des discours. Juste des gens qui travaillent. Des entrepreneurs qui prennent des risques. Des gouvernements qui laissent cela se produire. Et un pays qui change à jamais. C'est le début de notre histoire. Le fondement sur lequel tout le reste s'est construit. Sans cette transformation économique, sans cette sortie massive de la pauvreté, les chapitres suivants n'auraient jamais eu lieu. Il y a un endroit qui incarne mieux que n'importe quel autre cette transformation dont je viens de vous parler. Un lieu qui a changé plus rapidement que n'importe quelle ville au monde. C'est Shenzhen. Imaginez une petite baie, des petits villages de pêcheurs, des maisons en bois, pas d'électricité fiable, pas de route vraiment. En 1979, Shenzhen comptait environ 30 000 habitants.
C'était un endroit que personne ne connaissait. Même en Chine, les gens n'en parlaient pas. Deng Xiaoping a visité ce lieu. Il a regardé la baie. Il a regardé le territoire vierge. Et il a eu une idée simple. Créer une zone spéciale. Un endroit où les règles seraient différentes. Où les étrangers pourraient investir. Où les gens pourraient s'enrichir sans culpabilité. Les gens pensaient qu'il était fou. Les premiers investisseurs venaient principalement de Hong Kong. Cette ville voisine était déjà riche. Elle avait du capital. Elle avait de l'expérience commerciale. Mais aussi des loyers élevés. Un manque de terre. Alors, les hommes d'affaires de Hong Kong ont regardé de l'autre côté de la rivière. En Chine, où tout était à construire, ils ont loué des terrains. Ils ont construit des usines. Au début, c'était chaotique. Les routes n'existaient pas. L'eau courante n'était pas garantie. L'électricité s'arrêtait à n'importe quelle heure. Mais le coût était incroyable. Les ouvriers étaient à bon marché. Les terres étaient gratuites. Les taxes étaient basses. C'était un rêve pour les fabricants. Les premières usines produisaient des jouets, des chaussures, des vêtements, des produits simples. Mais pour cela, il fallait des travailleurs. Des milliers de travailleurs. Puis des centaines de milliers. Les gens arrivèrent de partout, de provinces éloignées, du nord, du sud, du centre. Ils venaient seuls. Ils quittaient leur famille. Ils entassaient 10 personnes dans une chambre. Ils travaillaient 12 heures par jour, 6 jours par semaine, parfois 7. Pourquoi? Parce qu'une usine à Shenzhen payait 3 fois plus qu'une ferme dans leur province. C'était suffisant. Suffisant pour rêver. Suffisant pour envoyer de l'argent à la famille. Suffisant pour imaginer un avenir meilleur. La croissance était exponentielle. En 1980, Shenzhen avait 30 000 habitants. En 1990, 1 million. En 2000, 4 millions. Aujourd'hui, plus de 12 millions. Plus vite que n'importe quelle ville de l'histoire. Même plus vite que Los Angeles ou Bombay. Pour construire une ville aussi rapidement, il fallait du béton. Énormément de béton. Il fallait des routes. Des routes construites parfois en seulement quelques semaines. Les ouvriers travaillaient la nuit. Ils travaillaient sous la pluie. Ils construisaient comme s'ils avaient une deadline éternelle. Parce que techniquement, ils l'avaient. Les bâtiments poussaient. Des immeubles d'habitation, des bureaux, des malls commerciaux. Les premiers gratte-ciels de Shenzhen semblaient impossibles. Comment une ville sans infrastructure pouvait-elle construire des tours de 50 étages? Personne ne le savait vraiment. Mais cela se faisait. C'était une sorte de folie organisée. Un homme nommé Wang Shi regardait tout cela. Il était comme beaucoup d'autres. Un entrepreneur. Pas un génie. Pas exceptionnellement doué. Juste quelqu'un qui a observé une opportunité et qui a agi. Il a commencé avec la construction. Puis, il a créé une entreprise de développement immobilier. Aujourd'hui, son entreprise est l'une des plus grandes du pays. Mais Shenzhen ne devait pas rester une simple ville d'usine. Les années 1990 ont apporté quelque chose de nouveau. La technologie. Des petites entreprises électroniques. Des ateliers d'informatique. Au début, c'était de la contrefaçon. Les gens copiaient les produits occidentaux. Mais progressivement, ils innovaient. Huawei a commencé à Shenzhen. Un petit atelier dans un bâtiment étroit. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes entreprises de technologie du monde. C'est comparable à Apple ou à Qualcomm. Mais comment? Comment une copie mal faite est-elle devenue un innovateur mondial? Les gens ont appris. C'est aussi simple que cela.
les jeunes ingénieurs restaient éveillés la nuit. Ils démontaient les produits étrangers. Ils comprenaient comment ils fonctionnaient. Ils amélioraient les designs. Ils réduisaient les coûts. Ensuite, ils vendaient le résultat moins cher. C'était une stratégie féroce, mais efficace. Shenzhen est aussi devenue une ville riche. Les employés des usines gagnaient de l'argent. Certains devenaient propriétaires d'usines. Certains devenaient entrepreneurs. Les restaurants se multipliaient. Les immeubles de luxe apparaissaient. Les gens portaient des vêtements de marque. Ils conduisaient des voitures. Mais il y avait aussi un côté sombre, un côté que les documentaires joyeux ne montraient jamais. Les femmes travaillaient dans les usines de textiles et gagnaient moins que les hommes pour le même travail. Les enfants nés de travailleurs migrants n'avaient pas le droit d'aller à l'école locale. Le hukou, le système d'enregistrement des résidents, les marquait comme des étrangers dans leur propre pays. Ils n'avaient pas accès aux services sociaux. Ils vivaient en marge. Il y a également eu des accidents, des incendies dans les usines où les portes de sortie étaient fermées, des écroulements de bâtiments mal construits, des scandales de pollution, des rivières devenues tellement noires qu'elles ressemblaient à du pétrole. Mais les gens acceptaient. Ils acceptaient parce que la vie était meilleure qu'avant. Pas bonne, mais meilleure. Une femme nommée Zhang venait d'une petite ville dans le Sichuan. Elle a travaillé 8 ans dans une usine de vêtements. Elle vivait dans un dortoir avec 15 autres filles. Elle gagnait juste assez pour envoyer de l'argent à ses parents et pour se nourrir. Mais elle a aussi suivi des cours du soir. L'anglais, l'informatique. Après 8 ans, elle a quitté l'usine. Elle est devenue traductrice. Puis, elle a créé sa propre petite entreprise. Aujourd'hui, elle vit dans un appartement confortable. C'est une histoire ordinaire à Shenzhen. Vous rencontreriez des centaines de Zhang en une semaine. Les années 2000 ont transformé Shenzhen encore une fois. Ce n'était plus une ville manufacturière. C'était une ville de services, de finances, de technologie. Les immeubles de verre et d'acier remplaçaient les usines en tôle. Les cadres remplaçaient les ouvriers. Les restaurants haut de gamme remplaçaient les petites cantines. Shenzhen est aussi devenu un symbole. Pour les jeunes Chinois, c'était l'endroit où vous pouviez devenir quelqu'un, où votre passé ne comptait pas, où l'argent se gagnait vite, peut-être trop vite, peut-être malhonnêtement. Mais rapidement, c'était l'Eldorado chinois, la Californie de la Chine. Ce qui est remarquable, c'est que personne ne planifiait réellement tout cela. Personne ne savait comment faire. C'était du chaos organisé. Les gens faisaient des choses. Beaucoup de choses échouaient, mais certaines fonctionnaient. Et ce qui fonctionnait était répété, amplifié, amélioré. Aujourd'hui, Shenzhen est une mégalopole moderne. Elle a des métros, des gares haute vitesse, des immeubles qui scrapent le ciel, des restaurants Michelin, des musées. C'est une vraie ville. Une ville qui a une histoire. Une histoire courte mais intensément vécue. Mais les gens les plus intéressants de Shenzhen ne sont pas les riches. Ce sont ceux qui ont construit la ville avec leurs mains. Les anciens ouvriers qui sont maintenant à la retraite. Les migrants qui sont restés. Les entrepreneurs qui ont échoué et qui ont réessayé. Ils regardent cette ville et ils se demandent parfois si c'est réel, si tout cela a vraiment surgi de rien en seulement 40 ans. La réponse est oui. Cela s'est vraiment passé.
Et Shenzhen n'est que le début. Vous connaissez tous Apple. Vous connaissez Amazon. Ce sont les géants de la technologie, les innovateurs, les entreprises qui ont changé le monde. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elles regardent constamment vers la Chine. Elles étudient ce qui se passe là-bas. Elles copient. Elles s'adaptent. Elles s'inquiètent. Il y a quelque chose dans les villes chinoises que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Une sorte d'expérimentation permanente. Les gens testent des choses. Parfois, cela marche. Souvent, cela échoue. Mais il y a peu de peur de l'échec. Peu de régulation. Beaucoup d'opportunités. Prenons WeChat. Vous avez peut-être entendu parler de cette application. C'est une application de messagerie. Mais ce n'est pas seulement cela. C'est aussi un portefeuille. Une plateforme de paiement. Un réseau social. Un service de streaming. Un marché. Tout en une seule application. Pensez à cela. Vous ouvrez WeChat et vous pouvez envoyer un message à votre ami. Puis, vous payez votre loyer avec l'application. Puis, vous regardez une vidéo. Puis, vous achetez un vêtement. Tout sans quitter l'application. En Occident, vous utilisez 5 applications différentes pour faire la même chose. Vous utilisez iMessage pour les messages. Vous utilisez votre banque pour les virements. Vous utilisez YouTube pour les vidéos. Vous utilisez Amazon pour les achats. Les entreprises occidentales pensent que c'est bien de séparer les services. Que chaque entreprise devrait faire une seule chose bien. Les Chinois pensent différemment. Ils pensent que l'utilisateur veut une chose. Simplicité, une application pour tout. WeChat a 1,3 milliard d'utilisateurs. Pensez à cela. 1,3 milliard. Plus que Twitter, Instagram et Facebook réunis. WeChat n'est pas aussi populaire en Occident. Mais cela change. Les gens commencent à copier cette approche. Alipay est une autre histoire. C'est une plateforme de paiement, créée par Alibaba. Jack Ma a compris quelque chose que les banques occidentales n'avaient pas compris. Les petits vendeurs avaient besoin d'un moyen simple d'accepter les paiements. Pas de terminal de carte de crédit coûteux. Pas de processus complexe. Juste quelque chose d'instantané et de simple. Alipay a permis à un vendeur de rue de vendre ses produits et d'être payé en quelques secondes. Plus besoin d'argent comptant, plus de risques, plus de problèmes. Le vendeur de rue pouvait faire confiance au système. Alipay prenait une petite commission. C'était tout. Cela a changé la Chine. Aujourd'hui, presque personne n'utilise l'argent comptant en Chine. Les mendiants reçoivent des dons par code QR. Les petits restaurants acceptent uniquement les paiements numériques. Vous pouvez acheter une pomme dans un petit marché de village et payer avec votre téléphone. C'est normal. C'est ordinaire. En Occident, cela aurait pris 15 ans de plus. Peut-être que cela n'aurait jamais eu lieu. Le commerce électronique chinois est incomparable à ce qu'on voit en Occident. Amazon est énorme, mais Alibaba est bien plus grand. Taobao, qui appartient à Alibaba, a plus d'utilisateurs, plus de vendeurs, un chiffre d'affaires plus élevé. Et Taobao n'est que l'une des plateformes chinoises. Il y a aussi Jingdong. Il y a Pinduoduo. Il y a des dizaines d'autres. Pourquoi cela? Pourquoi la Chine a-t-elle une industrie du commerce électronique si avancée? Parce qu'il y avait un problème à résoudre. Comment faire en sorte que 1,4 milliard de personnes puissent acheter les choses qu'elles veulent? Les routes ne suffisaient pas. Les magasins physiques ne suffisaient pas. Il fallait quelque chose de nouveau. Les entrepreneurs chinois ont innové. Ils ont créé des logistiques incroyables, des centres de distribution partout,
des drones de livraison, des robots dans les entrepôts. Aujourd'hui, vous pouvez commander quelque chose le matin sur Taobao et l'avoir le même soir. Dans une grande ville, c'est normal. Amazon rêve d'offrir ce service. Mais en Chine, c'est banal. Ensuite, il y a la technologie de paiement, la reconnaissance faciale. Vous entrez dans un magasin. Une caméra vous reconnaît. Vous prenez ce que vous voulez. Vous partez. Aucune interaction avec un vendeur. Aucune caisse. Vous êtes facturé automatiquement. Votre compte bancaire reçoit une charge. C'est fini. Cela semble de la science-fiction. Mais c'est réel. Il existe des magasins en Chine où cela se passe. Amazon étudie cette technologie pour les États-Unis. Elle aussi. Tout le monde la regarde. Les applications de ride-sharing chinoises, comme Didi, sont plus avancées que Uber. Elles offrent plus de services, des prix plus bas, une technologie d'appairage meilleure. Uber a abandonné la Chine parce qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec Didi. Voilà comment cela s'est terminé. L'entreprise américaine a dit qu'elle ne pouvait pas gagner. Elle a vendu ses parts. Elle a quitté le marché. Les réseaux sociaux chinois sont différents. TikTok est venu de Chine. Vous connaissez TikTok. C'est l'application la plus téléchargée au monde. Facebook regarde TikTok et elle essaye de copier. Elle a créé Reels, qui est une copie presque directe de TikTok. Pourquoi? Parce que TikTok gagne. Parce que les utilisateurs aiment TikTok. Parce que la technologie derrière TikTok est meilleure que celle de Facebook. Comment cela est-il possible? Comment une entreprise chinoise peut-elle créer une meilleure technologie que Facebook? Parce que la Chine attire les meilleurs ingénieurs. Parce que les salaires chinois sont compétitifs. Parce qu'il y a beaucoup d'argent pour la recherche. Parce qu'il y a moins de régulation. Parce que les tests peuvent se faire rapidement. ByteDance, l'entreprise derrière TikTok, employait les meilleures personnes en Chine et à l'étranger. Elle les a payés bien. Elle les a laissés expérimenter. Elle a testé des centaines d'idées. La plupart ont échoué, mais quelques-unes ont réussi. TikTok en est une. L'intelligence artificielle est un autre domaine. La Chine investit massivement dans l'IA. Les entreprises comme Baidu, Alibaba, Tencent créent de la technologie d'IA. Elles l'utilisent dans la reconnaissance faciale, dans la conduite autonome, dans la traduction, dans presque tout. Vous pensez peut-être que l'Amérique est en avant dans l'IA. C'est vrai pour la recherche fondamentale. Mais pour l'application pratique, la Chine gagne. Pourquoi? Parce qu'elle a les données. 1,4 milliard de personnes qui utilisent des applications, qui font des transactions, qui sont suivies. Ces données sont précieuses. Elles permettent d'entraîner les modèles d'IA plus rapidement. Mieux. Google a créé ChatGPT? Non. OpenAI a créé ChatGPT. Mais Google regardait aussi. Et la Chine aussi. Baidu a créé un chatbot. Alibaba aussi. Tencent aussi. Personne ne les connaît en Occident. Mais ils existent. Ils fonctionnent. Ils apprennent. Les véhicules électriques. La Chine fabrique plus de véhicules électriques que tout le reste du monde réuni. Tesla est fabriqué en Chine. Mais les entreprises chinoises, comme BYD, fabriquent aussi des voitures électriques. Et elles gagnent du marché. Elles offrent des voitures moins chères, avec des batteries meilleures, avec une meilleure technologie. Mais pourquoi? Comment la Chine a-t-elle rattrapé tant de domaines en même temps? Parce qu'elle a 3 choses. D'abord, beaucoup d'argent. Les entreprises chinoises peuvent prendre des risques.
elles peuvent investir dans la recherche. Elles peuvent échouer et réessayer. Deuxièmement, peu de régulation. Si vous voulez tester une nouvelle application en Chine, vous n'avez pas besoin de demander la permission à 50 agences gouvernementales. Vous la lancez, vous testez, vous itérez rapidement. En Occident, le processus est plus lent. Troisièmement, le marché. 1,4 milliard de personnes. C'est un marché test parfait. Vous lancez quelque chose. 100 millions de personnes l'utilisent. Vous obtenez des données. Vous améliorez. Vous itérez. Une autre compagnie en Occident qui veut tester la même chose ne peut le faire que sur 100 millions de personnes. Mais elle doit d'abord obtenir la permission. Voilà ce qui se passe. La Chine innove. Elle teste. Elle échoue vite. Elle réussit vite. L'Occident regarde. Puis l'Occident essaie de copier. Mais quand elle copie, la Chine a déjà avancé. Ce n'est pas que la Chine soit meilleure. Ce n'est pas que les Chinois soient plus intelligents. C'est que le système chinois est configuré pour l'innovation rapide, pour l'expérimentation, pour le test et l'erreur à grande échelle. Les universités chinoises créent aussi de grands ingénieurs. Les étudiants chinois maîtrisent les mathématiques, la physique, la programmation. Ils sortent de l'école et ils travaillent pour les grandes entreprises. Ils créent, ils innovent, et c'est pourquoi Apple regarde la Chine. Pourquoi Amazon regarde la Chine? Pourquoi tout le monde regarde la Chine? Parce que c'est là que les choses intéressantes se passent. C'est là que le futur se crée. Pas seulement des produits, mais des façons entièrement nouvelles de penser les produits. Li Wei a 65 ans. Il vit dans une petite ville dans le Anhui, une province du centre de la Chine. Il a passé sa vie entière au même endroit. Il a travaillé à la ferme. Il a élevé 2 enfants. Il a regardé le monde à travers les murs de sa petite maison. Son fils, Zhang Wei, a 35 ans. Il vit à Shanghai. Il travaille pour une entreprise de technologie. Il gagne bien. Il a une petite amie. Il envisage de se marier. Il voyage. Il va en vacances en Thaïlande. Il utilise son téléphone pour presque tout. Sa petite fille, Li Jing, a 18 ans. Elle vient d'entrer à l'université. Elle est née dans une famille aisée. Pour elle, Internet n'est pas une nouveauté. C'est l'air qu'elle respire. C'est la normalité. 3 générations. 3 mondes complètement différents. Et tout cela s'est passé en moins de 40 ans. Quand Li Wei était enfant, il n'y avait pas d'électricité dans son village. Pas tous les jours. Pas toutes les nuits. Parfois oui, souvent non. Sa mère cuisinait sur un feu de bois. Son père travaillait au champ. L'école était loin. Il y allait peut-être 3 ans. Puis il a arrêté parce que sa famille avait besoin de lui pour travailler. Quand Zhang Wei était enfant, il y avait l'électricité. Il y avait une télévision. C'était un luxe, un privilège. Sa famille regardait la télévision ensemble. C'était l'une des rares distractions. L'école était obligatoire. Zhang Wei a étudié dur. Il voulait s'échapper. Il voulait une vie meilleure. Quand Li Jing était enfant, il y avait Internet. Il y avait des smartphones. Ses parents lui en ont acheté un à 10 ans. Elle utilisait WeChat pour communiquer avec ses copines. Elle regardait des vidéos sur Douyin, qui est TikTok en Chine. Elle jouait à des jeux en ligne. Elle faisait ses devoirs sur un ordinateur. La différence est abyssale. Li Wei a grandi dans un monde de limitation. Limitation physique, limitation informationnelle, limitation géographique, limite tout court.
Zhang Wei a grandi dans un monde d'opportunités croissantes. Il pouvait aller à l'université. Il pouvait se former. Il pouvait quitter son village, quitter sa province, aller à Shanghai. C'était possible parce que la Chine s'ouvrait. Li Jing grandit dans un monde sans limite. Elle peut communiquer instantanément avec quelqu'un à l'autre bout de la planète. Elle peut regarder des films hollywoodiens. Elle peut suivre des cours en ligne d'universités prestigieuses. Elle peut commander ce qu'elle veut et le recevoir demain. Elle peut publier une vidéo et obtenir 1 million de vues. Mais il y a une chose que Li Jing ne peut pas faire. Elle ne peut pas accéder à Facebook. Elle ne peut pas accéder à Instagram. Elle ne peut pas accéder à YouTube, sauf avec une VPN, ce qui était interdit. Pas légalement interdit, mais fortement déconseillé. C'est la grande muraille numérique. La Chine a construit une barrière informationnelle, un mur qui sépare Internet chinois du reste du monde. À l'intérieur, il y a les équivalents chinois. WeChat au lieu de WhatsApp, Douyin au lieu de TikTok, Baidu au lieu de Google. Pour Li Jing, cela ne pose pas problème. Elle ne connaît que ce monde-ci. Elle n'a jamais utilisé Google. Elle ne sait pas ce qu'elle rate. Elle utilise Baidu et c'est normal. Elle utilise WeChat et c'est normal. Le mur existe. Mais elle ne le voit pas parce qu'elle n'a jamais regardé de l'autre côté. Pour Zhang Wei, c'est différent. Il se souvient d'avant. Il se souvient quand vous pouviez accéder à plus de choses. Il se souvient des débuts d'Internet. Il accepte le mur. Mais il le connaît. Il sait qu'il existe. Li Wei ne se soucie pas du mur. Il n'utilise pas Internet de toute façon. Il n'a jamais utilisé Google. Il ne sait pas ce que c'est, mais le contraste le plus grand n'est pas le mur. C'est l'accès. L'accès à l'éducation. L'accès aux informations. L'accès au monde. Quand Li Wei avait besoin de connaître quelque chose, il n'avait qu'une option. Demander à quelqu'un. Une personne plus âgée. Un enseignant. Un voisin. C'était la seule façon. Il y avait peu de livres. Peu de journaux. Peu d'informations. Quand Zhang Wei avait besoin de connaître quelque chose, il pouvait aller à la bibliothèque. Puis, Internet est arrivé. Soudainement, tout était possible. Il pouvait trouver une réponse en minutes. Pas en heures ou en jours, mais en minutes. C'était révolutionnaire. Quand Li Jing a besoin de connaître quelque chose, elle ouvre son téléphone. Elle demande à Siri, ou elle tape sur Baidu. La réponse arrive instantanément. Elle ne va même pas à la bibliothèque. Pourquoi irait-elle? Le monde est dans sa poche. L'éducation a changé. Li Wei a eu peu d'options. Aller à l'école locale ou ne pas aller du tout. C'était binaire. Zhang Wei a eu plus d'options. Il pouvait aller à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université. Il pouvait choisir sa spécialité. Il pouvait étudier pour devenir ingénieur, ou comptable, ou professeur. Il pouvait fuir son village. Li Jing a encore plus d'options. Elle peut aller à l'université en Chine, ou elle peut étudier à l'étranger. Elle peut apprendre le français ou l'anglais avec une application. Elle peut regarder des conférences du MIT. Elle peut apprendre la programmation. Elle peut apprendre la photographie. Elle peut apprendre presque n'importe quoi. Li Jing peut aussi quitter la Chine facilement. Elle peut voyager. Pendant les vacances, elle peut aller en Thaïlande, en Cambodge, en Malaisie. Cela aurait été impensable pour Li Wei, impossible financièrement, impossible administrativement. Pour Li Wei, voyager à l'autre bout de la province était un événement majeur.
Li Wei a passé sa vie à travailler. Du lever au coucher du soleil, il travaillait pour vivre. Il vivait pour travailler. Les loisirs n'étaient pas un concept. Il y avait le travail. Il n'y avait rien d'autre. Zhang Wei a équilibré travail et vie personnelle. Il travaille dur, mais il prend aussi des vacances. Il sort le week-end, il a des loisirs, il joue au tennis, il va au cinéma, il va au restaurant. Li Jing a des loisirs, beaucoup de loisirs. Elle joue à des jeux vidéo, elle va en discothèque, elle va faire du shopping, elle se fait des soirées pyjama avec ses amis. Elle écoute de la musique, elle regarde des vidéos, elle consacre beaucoup de temps à son apparence, à prendre des photos pour les réseaux sociaux, à être vue, à être appréciée. Le rapport au travail a aussi changé. Li Wei voulait avoir un emploi stable, n'importe quel emploi, juste quelque chose qui le nourrit et qui nourrit sa famille. Zhang Wei voulait un emploi bien payé, avec des perspectives de carrière. Il voulait gravir les échelons, devenir manager, devenir directeur. Il cherchait l'avancement. Li Jing veut un emploi qui lui plaît. Elle veut faire quelque chose qui a du sens. Elle considère son travail comme une expression d'elle-même, pas seulement un moyen de survivre. Elle regarde les offres d'emploi et elle demande si c'est passionnant, si c'est intéressant, si cela lui permet de se développer. Le mariage a changé aussi. Li Wei s'est marié avec la femme que ses parents ont choisie. Il l'a à peine rencontrée avant. Le mariage était un arrangement. C'était pratique. C'était normal. Zhang Wei a choisi sa femme. Il l'a rencontrée au travail, ou par des amis, ou au collège. Il a eu le choix. Il s'est marié par amour, ou ce qu'il pensait être l'amour. Li Jing envisage le mariage comme quelque chose d'optionnel. Elle n'a pas besoin de se marier. Elle peut vivre seule. Elle peut avoir un partenaire sans se marier. Elle peut choisir de ne jamais se marier. Elle a une liberté qui était impensable pour sa grand-mère. La relation aux parents a changé. Li Wei respectait ses parents. Il faisait ce qu'il disait. Il n'y avait pas de discussion. C'était hiérarchique. C'était comme cela. Zhang Wei respecte ses parents, mais il prend aussi ses propres décisions. Il discute avec eux. Il considère leurs opinions. Mais il n'est pas obligé de suivre leurs conseils. Il a de l'autonomie. Li Jing a une relation amicale avec ses parents. Elle leur parle. Elle leur demande des conseils. Mais elle les ignore aussi. Elle a son propre monde. Ses amis, ses objectifs, ses rêves. Ses parents n'en sont qu'une partie. Les valeurs ont changé. Li Wei valorisait la sécurité, un emploi stable, une famille stable, des traditions. Respecter l'ordre établi. Zhang Wei valorise le succès, l'argent, l'avancement, l'accumulation, avoir une belle maison, une belle voiture. Li Jing valorise l'authenticité, l'auto-expression, les expériences, l'environnement, les droits des animaux. Elle partage des vidéos sur les réseaux sociaux où elle critique la pollution. Elle critique aussi parfois le gouvernement. Pas publiquement, mais à ses amis. Elle se préoccupe de choses que Li Wei et Zhang Wei n'auraient jamais imaginé critiquer. La technologie a aussi changé la façon dont les jeunes se voient. Li Jing passe des heures à améliorer son image. Elle prend des photos, elle les édite, elle les publie, elle attend les réactions. Elle compare son image à d'autres. Elle s'inquiète de son apparence d'une façon qui aurait été incompréhensible pour ses grands-parents. Mais il y a aussi des choses positives. Li Jing peut rester en contact avec sa famille même si elle part étudier.
Elle peut appeler son grand-père une fois par semaine. Elle peut montrer ses photos. Elle peut lui dire ce qu'elle fait. Le lien n'est pas coupé par la distance. C'est nouveau. Li Jing peut aussi apprendre des choses que ses parents n'auraient jamais pu apprendre. Elle peut être une docteure, une avocate, une programmeuse. Elle peut vivre une vie complètement différente de celle de ses parents. Elle n'est pas enfermée par les choix de sa famille. Et c'est peut-être le contraste le plus important. Li Wei n'avait pas de choix. Zhang Wei avait des choix. Li Jing a presque trop de choix. La jeunesse chinoise d'aujourd'hui vit dans un monde sans limite apparente. Elles peuvent être ce qu'elles veulent, aller où elles veulent, faire ce qu'elles veulent, à condition que cela respecte certaines lignes rouges politiques. Elles ne savent pas comment c'était avant. Elles ne connaissent que ce monde-ci. Pour elles, avoir Internet est normal. Avoir un téléphone est normal. Pouvoir étudier est normal. Pouvoir voyager est normal. Li Wei regarde sa petite fille et il ne la comprend pas. Elle regarde son téléphone tout le temps. Elle parle à des gens qu'il n'a jamais rencontrés. Elle veut faire des choses qui n'ont aucun sens pour lui. Elle veut être influenceuse. Elle veut créer du contenu. Elle veut avoir des millions de followers. Mais Li Jing a une vie que Li Wei n'aurait jamais osé rêver. Elle a des opportunités. Elle a de la liberté. Elle a du pouvoir. C'est le vrai miracle de la Chine moderne. Pas les gratte-ciel, pas les entreprises de technologie. C'est que des millions de Li Jing vivent une vie radicalement différente de celle de leurs grands-parents. Et ce changement s'est fait en une génération. Une seule génération. Vous avez probablement entendu parler de cela. Le système de crédit social chinois. Vous l'avez probablement lu dans un article qui vous faisait peur. Un titre qui disait quelque chose comme « La Chine crée un système de surveillance totale ». C'est devenu un mythe. Une histoire d'horreur que les Occidentaux racontent avant de dormir. Mais comment cela marche vraiment? Qu'est-ce que c'est? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour les gens qui vivent réellement en Chine? Le système de crédit social est une tentative de suivre le comportement des individus et des entreprises. C'est un système de score. Vous gagnez des points pour le bon comportement. Vous en perdez pour le mauvais. Selon votre score, vous recevez des récompenses ou des punitions. Qu'est-ce que le bon comportement? Payez vos impôts. Honorez vos contrats. Ne pas mentir. Ne pas tricher. Ne pas voler. C'est ce que toute société considère comme bon. Rien de révolutionnaire jusqu'à présent. Qu'est-ce que le mauvais comportement? Ne pas payer vos dettes. Mentir sur les documents officiels. Voler. Commettre une fraude. Ignorer les ordonnances judiciaires. Encore une fois, c'est ce que toute société considère comme mauvais. La différence avec la Chine est l'échelle, et la centralisation, et la publicité. Wang Lin était un homme d'affaires. Il dirigeait une petite entreprise de fabrication de textiles. Il employait 50 personnes. Tout allait bien. Puis, en 2015, son entreprise a rencontré des difficultés. Les commandes ont baissé. Il ne pouvait pas payer ses ouvriers. Il ne pouvait pas payer ses fournisseurs. Il a emprunté de l'argent. Beaucoup d'argent. À plusieurs créanciers. Puis, il a disparu. Il a fermé son entreprise. Il a quitté la ville. Il a laissé ses dettes derrière lui. Pendant des années, personne n'a pu le retrouver. Ses créanciers ne savaient pas où il était. Le gouvernement ne savait pas où il était. Avec le système de crédit social,
Wang Lin a été mis sur une liste. La liste des personnes non fiables. Sa photo a été publiée. Son nom, son adresse. Tout le monde pouvait le voir. Wang Lin a aussi reçu des restrictions. Il ne pouvait pas acheter de billets d'avion. Il ne pouvait pas acheter de billets de train. Ses enfants ne pouvaient pas aller dans les bonnes écoles privées. C'étaient des punitions définies par la loi. Pas secrètes, pas mystérieuses. Après quelques années, Wang Lin a payé une partie de ses dettes. Pas tout, mais une partie. Il a contacté le tribunal. Il a dit qu'il voulait corriger les choses. Il a été retiré de la liste. Il a pu acheter des billets d'avion à nouveau. Cela semble dur. Mais en Occident, que se passe-t-il avec quelqu'un comme Wang Lin? Il y a aussi des listes, des agences de notation de crédit, des rapports de solvabilité. Mais c'est privé, c'est secret. Le public ne le sait pas. En Chine, c'est public. Tout le monde peut voir que vous êtes mauvais payeur. Cela signifie que c'est plus difficile. Vos voisins le savent. Vos amis le savent. Votre famille le sait. C'est humiliant. C'est le point. C'est censé être une motivation pour vous de corriger votre comportement. Ensuite, il y a les entreprises. Une petite entreprise de restauration servait de la viande expirée. Les inspecteurs l'ont découvert. L'entreprise a été mise sur la liste noire, publiée en ligne. Les gens ont arrêté d'y aller. L'entreprise a fermé. Dans un système occidental, il y aurait une amende, un procès, peut-être un jugement, mais l'entreprise resterait ouverte. Beaucoup de gens ne sauraient jamais qu'elle avait servi de la viande expirée, ou ils s'en fichaient. En Chine, tout le monde le sait. L'information est publique, et les gens la prennent au sérieux. C'est un système de réputation. Et la réputation compte. Un conducteur de taxi a reçu une mauvaise évaluation. Le passager a dit qu'il était grossier. Le conducteur a crié après le passager. Le passager a signalé à l'application. Le conducteur a reçu une mauvaise note. Puis une autre. Puis une autre. Après plusieurs mauvaises notes, son score de crédit social a baissé. Ce conducteur de taxi avait maintenant un problème. Il ne pouvait plus conduire pour cette compagnie. Il a essayé une autre compagnie. Mais son score était maintenant visible partout. C'était attaché à son nom. Qui voulait d'un conducteur avec un mauvais score de crédit social? Il a dû changer de travail complètement. Il a travaillé dans un entrepôt pendant 1 an. Il a eu de bonnes critiques. Son comportement s'est amélioré. Il a pu retourner conduire pour un service de taxi moins prestigieux. Son score s'est amélioré. Il y a aussi le côté récompense. Vous pouvez obtenir un bon score. Cela signifie que vous recevez des avantages. Votre enfant a une priorité pour entrer à une bonne école. Vous recevez un taux d'intérêt plus bas sur les prêts. Vous recevez une priorité pour le logement public. Lina a été une bonne citoyenne. Elle a payé ses impôts. Elle a aidé les personnes âgées à traverser la rue. Elle a été bénévole. Elle a une note élevée. Quand sa fille a voulu entrer à une bonne école, sa fille a été prioritaire. Sa fille a reçu une meilleure éducation. Sa fille a eu de meilleures perspectives. C'est une récompense. Pour avoir suivi les règles. Pour avoir aidé la société. C'est logique. C'est juste. Mais il y a des problèmes. Des vrais problèmes. D'abord, le système peut être arbitraire. Ce qui compte comme mauvais comportement, qui décide? Un juge local peut interpréter les règles différemment d'un autre juge. Les politiques peuvent changer. Vous pouvez faire quelque chose qui était acceptable l'année dernière et qui ne l'est plus cette année. Deuxièmement, il y a des erreurs.
Quelqu'un a le même nom que vous. Il commet un crime. Vous êtes tous les deux mis sur la liste. Vous avez le même nom après tout. Il faut du temps pour corriger. Pendant ce temps, votre vie est affectée. Troisièmement, il peut être utilisé politiquement. Un politicien rival, une entreprise concurrente. Comment savez-vous qu'il n'utilise pas le système pour vous nuire? Comment savez-vous que vous n'avez pas été mis sur une liste à cause de vendettas personnels? Zhang Ming était une avocate. Elle a défendu un client que le gouvernement local n'aimait pas. Elle a perdu son affaire. Puis, soudainement, elle a reçu une mauvaise notation de crédit social. Elle ne savait pas pourquoi. Elle a demandé. La raison était floue. Quelque chose à propos de non-conformité. Elle pense que c'est une vengeance. Elle pense que parce qu'elle a défendu le mauvais client, elle a été punie. Elle peut le prouver? Non. Elle le sait juste. Elle sentit qu'elle est victime du système. Il y a aussi la question de la rédemption. Si vous êtes marqué comme mauvais citoyen, combien de temps cela dure-t-il? Peut-on revenir en arrière? Ou êtes-vous marqué à vie? Le système dit que vous pouvez revenir. Mais en pratique, c'est difficile. Les données persistent. Internet n'oublie pas. Même si votre score s'améliore, les gens connaîtront votre passé. Malgré tout, il faut comprendre quelque chose. Le système de crédit social existe en Chine parce qu'il y a une pénurie de confiance. Il y a tellement de gens, tellement de transactions, tellement d'interactions quotidiennes. Comment savez-vous que la personne à côté de vous est digne de confiance? Comment savez-vous que l'entreprise vend un produit de qualité? Comment savez-vous que quelqu'un ne vous triche pas? Les institutions occidentales ont résolu ce problème différemment, avec des contrats, avec des poursuites, avec des avocats, avec une confiance dans les institutions. Mais la Chine avait peu d'institutions dignes de confiance. Il y avait beaucoup de fraude, beaucoup de coups, beaucoup de tricheries. Alors la Chine a dit, « Nous allons publier tout. Nous allons mettre le comportement de tout le monde au grand jour. Si vous êtes mauvais, tout le monde le saura. Vous serez honteux. Vous serez ostracisé. C'est une motivation pour être bon. C'est une forme de contrôle social classique, mais à l'échelle moderne, avec la technologie moderne. C'est une ancienne idée, juste numérisée. En Occident, vous avez une agence de notation de crédit, Equifax, Experian, TransUnion. Elles suivent votre crédit. Vous ne le savez pas toujours. Elles vendent ces informations à d'autres entreprises. C'est aussi du suivi. C'est aussi de l'invasion de la vie privée. Mais c'est privé. C'est moins visible. En Chine, c'est le gouvernement qui le fait. C'est public. C'est plus visible. C'est peut-être plus honnête. Mais c'est aussi plus inquiétant. Le vrai problème avec le système de crédit social chinois n'est pas ce qu'il est. C'est ce qu'il pourrait devenir. Qui contrôle le système? Comment est-il utilisé? Peut-il être utilisé pour punir les dissidents politiques? Peut-il être utilisé pour contrôler les comportements non conformes? Il y a des rapports. Des gens qui ont dit des choses critiques sur le gouvernement ou qui ont participé à des manifestations et ensuite ils ont reçu des mauvaises notes de crédit social. Coïncidence? Peut-être. Ou peut-être pas. Mais voilà la réalité pour les gens qui vivent en Chine. Le système existe. Vous devez vivre avec. Vous ne pouvez pas le changer. Vous pouvez suivre les règles. Vous pouvez avoir un bon score. Ou vous pouvez prendre le risque.
La plupart des gens suivent les règles. Ils paient leurs impôts. Ils honorent leurs contrats. Ils se comportent bien, parce que les récompenses sont bonnes et les punitions sont mauvaises. C'est un système de carottes et de bâtons. Ancien, universel, mais puissant. Ma Xiuying a 72 ans. Elle vit dans Beijing. Elle passe ses matinées au temple. Elle brûle de l'encens. Elle prie les ancêtres. Elle croit que les esprits existent. Elle consulte un devin pour les grandes décisions. C'est un mode de vie, c'est la tradition. L'après-midi, elle rentre à la maison. Elle appelle sa fille avec WeChat. Sa fille vit à Shanghai. Elle lui montre des produits sur Taobao. Elle commande un pull qu'elle aime. Elle paie avec Alipay. Elle reçoit un reçu numérique. Elle suit le colis avec une application. Elle attend que le drone le livre le lendemain. 2 mondes. Une seule personne. La Chine ancienne est profondément présente. C'est dans les traditions. C'est dans la philosophie. C'est dans la façon de penser. Le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme. Ces idées ont des milliers d'années. Elles ont façonné la manière dont les Chinois voient le monde. Le confucianisme dit que vous devez respecter la hiérarchie. Les parents d'abord, les aînés d'abord, le gouvernement ensuite. C'est un ordre, c'est naturel, c'est juste. Le taoïsme dit que vous devez aller avec le flux, ne pas résister à la nature, être en harmonie, chercher l'équilibre, pas d'action, pas de réaction, juste être. Le bouddhisme dit que la souffrance vient du désir. Réduisez vos désirs, vous trouverez la paix. Ces philosophies sont encore omniprésentes. Les gens en Chine les suivent, pas toujours consciemment, mais elles sont là. Elles ont imprégné la culture. Et puis, il y a la Chine moderne, l'innovation, la technologie, le capitalisme, l'ambition. Gagner, réussir, accumuler. C'est nouveau, c'est occidental. Mais c'est aussi en Chine maintenant. Un temple bouddhiste à Shanghai. C'est un endroit ancien. Les murs sont vieux. Les statues sont vieilles. Les moines viennent le matin. Ils prient. Ils méditent. C'est un espace sacré, traditionnel. À côté du temple, il y a un centre commercial, des magasins de luxe, des restaurants haut de gamme, des hôtels, de la modernité, du capitalisme, de l'argent. Les gens vont au temple, puis ils vont au centre commercial. Ils ne voient pas de contradiction. Zhou travaille comme programmeur. Il crée des applications. Il gagne bien. Il est jeune. Il a des rêves. Il veut devenir entrepreneur. Il veut créer sa propre entreprise. Il veut réussir. Il veut de l'argent. Mais le week-end, il va voir sa grand-mère. Elle lui demande son horoscope. Elle consulte un devin. Elle dit que cette semaine n'est pas bonne pour commencer quelque chose. Elle dit qu'il devrait attendre. Zhou écoute. Il attend. Ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas logique. Mais c'est respectueux. C'est conforme à la tradition. Et Zhou respecte la tradition, même s'il vit dans la modernité. La nourriture chinoise est un bon exemple. La médecine traditionnelle chinoise croit que certains aliments ont des propriétés curatives. L'eau chaude, le ginseng. La médecine moderne a prouvé que certaines de ces croyances n'ont aucune base scientifique. Mais les gens les croient toujours. Une mère vient d'accoucher. Elle reste à la maison. Elle suit les traditions. Elle ne sort pas. Elle boit beaucoup d'eau chaude. Elle mange du poulet dans un bouillon spécial. Elle mange certains types de légumes. C'est la tradition du repos après l'accouchement. Elle a aussi un téléphone. Elle peut regarder les dernières vidéos sur son téléphone. Elle peut lire les dernières informations
elle peut communiquer avec ses amis. Mais elle suit toujours la tradition. Elle resterait à la maison. Elle ne verrait pas les influences. C'est l'équilibre. C'est la coexistence. Pas de conflit. Juste deux réalités. Les superstitions sont aussi présentes. Le nombre 8 est chanceux. Le nombre 4 est malchanceux. Pourquoi? C'est une tradition. Les immeubles en Chine n'ont souvent pas de 4e étage, pas de 14e étage, pas de 24e étage. Les promoteurs immobiliers savent cela. Ils savent que les gens n'achètent pas au 4e étage. Alors, ils le suppriment. C'est logique commercialement, même si c'est irrationnel. Une personne vit au 8e étage. Elle pense que c'est chanceux. Elle va travailler chez une entreprise de technologie. Elle utilise l'IA. Elle programme. Elle côtoie la science la plus moderne. Mais elle croit que le 8e étage est chanceux. Il y a aussi les noms. Les gens consultent les numérologues pour nommer leurs enfants. Ils veulent que le nom soit harmonieux, que les traits du caractère soient équilibrés. C'est une pratique ancienne. Les gens dépensent de l'argent pour cela. Même les gens éduqués. Même les scientifiques. Mais il y a aussi l'investissement en crypto-monnaie. Les jeunes Chinois spéculent sur Bitcoin, sur Ethereum. Ils essaient de faire fortune rapidement. C'est l'opposé complet du taoïsme. Le taoïsme dit d'être en harmonie, pas de désir. Les crypto-monnaies, c'est du pur désir, du pur combat, du pur capitalisme. Les jeunes vivent dans les deux mondes. Ils consultent un devin pour savoir s'ils doivent acheter du Bitcoin. Vraiment, cela se passe. Ils font confiance à la technologie. Mais ils font aussi confiance à la tradition. La famille est un bon exemple aussi. Dans la tradition confucéenne, la famille vient d'abord. Tout ce que vous faites, c'est pour la famille. Vous gagnez de l'argent pour la famille. Vous vous sacrifiez pour la famille. Vous obéissez à vos parents. Toute votre vie. Mais les jeunes Chinois veulent maintenant une vie personnelle. Ils veulent poursuivre leurs rêves. Ils veulent quitter la maison. Ils veulent travailler pour eux-mêmes. Pas pour la famille. C'est nouveau. C'est moderne. C'est occidental. Il y a un conflit, un vrai conflit. Un parent dit à son enfant que la famille vient d'abord. L'enfant dit qu'il veut vivre sa propre vie. C'est une tension, mais elle existe, elle est réelle. Pourtant, l'enfant envoie toujours de l'argent à ses parents. L'enfant rentre à la maison pour le nouvel an. L'enfant obéit à certaines règles. L'enfant ne coupe jamais complètement le cordon. C'est impossible. C'est trop profond. La tradition est trop forte. Alors, il y a un équilibre instable. Mais un équilibre quand même. Sun Jian dirige une start-up. Il emploie 200 personnes. Il innove. Il crée des produits. Il veut devenir milliardaire. C'est son rêve. Il travaille dur. Il prend des risques. Il échoue. Il réessaie. Mais le vendredi avant le nouvel an, il ferme son entreprise. Il rentre chez ses parents. Il prépare des repas spéciaux. Il rend hommage aux ancêtres. Il suit les rituels. Il est un fils avant d'être un entrepreneur. C'est la Chine. C'est un système de valeurs qui peut sembler contradictoire, mais qui fonctionne, qui existe, qui persiste. La modernité n'a pas tué la tradition, elle l'a juste transformée. Les gens utilisent des applications pour commander de l'encens au temple. Les gens consultent les devins en ligne. Les gens perdent les rituels avec leur téléphone. Il y a aussi l'architecture. Les vieux quartiers avec les petites maisons. Les cours communes. Et autour, il y a les gratte-ciels. Les nouveaux immeubles. Le contraste est brutal.
l'ancien et le nouveau côte à côte. Vous pouvez vous promener dans une ruelle ancienne. Vous pouvez voir des femmes âgées qui traînent du linge, des enfants qui jouent. C'est comme ça depuis des siècles. Puis vous tournez le coin, et il y a un immeuble moderne de 50 étages, avec du verre et de l'acier, avec une boutique Apple au rez-de-chaussée. C'est la réalité chinoise. Pas une fusion harmonieuse, mais une coexistence. Pas toujours confortable, pas toujours logique, mais réelle. Les arts martiaux, c'est une tradition ancestrale. Le kung-fu, le tai chi. Les gens apprennent ces arts, pas pour combattre, mais pour la discipline, pour la tradition, pour rester connecté au passé. Mais il y a aussi les salles de sport modernes, les équipements dernier cri, les entraîneurs utilisant la science du sport, les analyses numériques. Les gens vont à la fois au cours de tai chi et à la salle de sport. Les deux. C'est l'espace entre la tradition et la modernité. C'est là que la Chine vit. Dans cet espace, dans cette tension, dans cette contradiction. Et c'est pourquoi la Chine est fascinante. Parce qu'elle prouve qu'on peut vivre dans deux mondes à la fois, qu'on peut croire à deux choses différentes, qu'on peut être moderne et traditionnel, qu'on peut utiliser la technologie et respecter les ancêtres, qu'on peut viser le succès et chercher l'harmonie. C'est le secret de la Chine. Pas l'IA, pas les gratte-ciel, pas les entreprises de technologie. C'est cette capacité à vivre entre deux mondes, à accepter les contradictions, à progresser tout en honorant le passé. Jack Ma n'a pas inventé le commerce électronique. Il n'a pas créé Internet. Il n'a pas même programmé Alibaba lui-même. Il était un professeur d'anglais qui gagnait 12 $ par mois. Comment un professeur d'anglais mal payé est-il devenu l'un des hommes les plus riches du monde? La réponse n'est pas simple. Ce n'est pas un génie technologique. Ce n'est pas un entrepreneur né. C'est quelqu'un qui a vu une opportunité. Quelqu'un qui a accepté l'échec. Quelqu'un qui a persisté. Jack Ma a grandi à Hangzhou, une ville ordinaire, pas spéciale, pas riche. Il a échoué l'examen d'entrée à l'université 2 fois. Il a réessayé 3 fois. À la 3e tentative, il a réussi. C'était une école ordinaire, pas prestigieuse. Il a étudié l'anglais. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Il a travaillé comme professeur. Il gagnait peu. Il était frustré. Il voulait quelque chose de plus. Puis un jour, en 1995, un ami lui a montré Internet. Un ami qui travaillait dans une entreprise de high-tech à Hangzhou. Il lui a montré une page web. Jack Ma a eu une révélation. Il a vu que c'était l'avenir. Il a compris que l'Internet allait changer le monde. Mais contrairement à beaucoup d'autres, il a vu l'opportunité pour les petits commerçants. Il a vu que les petites entreprises chinoises n'avaient pas accès aux marchés mondiaux. Elles n'avaient pas les canaux. Elles n'avaient pas la technologie. Il a quitté son emploi. Il a créé une petite entreprise appelée China Page. C'était un site web pour les entreprises chinoises. Cela n'a pas marché. Il n'a gagné pratiquement pas d'argent. Après 3 ans, il a abandonné. Mais il n'a pas accepté l'échec. Il a observé. Il a compris ce qui avait mal tourné. L'idée était bonne, mais l'exécution était mauvaise. Il devait faire différemment. En 1998, il a créé Alibaba. Pas seul, avec 17 autres personnes, dans un petit appartement à Hangzhou. Ils s'étaient réunis autour d'une table. Jack Ma a expliqué sa vision. Il a dit que Alibaba allait permettre aux petits commerçants de vendre au monde entier. Les gens pensaient qu'il était fou.
pourquoi achèterait-il de petits commerçants chinois? Pourquoi pas des grandes entreprises? Pourquoi pas des marques connues? Mais Jack Ma a insisté. Il a dit que les petits commerçants avaient besoin d'une plateforme, qu'ils avaient besoin d'accès, qu'ils avaient besoin d'une voie. Alibaba a grandi lentement au début, puis plus vite, puis exponentiellement. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes entreprises du monde. Mais Jack Ma n'était pas un technologue. Il ne pouvait pas programmer. Il a dû embaucher des programmeurs. Il ne pouvait pas gérer la finance. Il a dû embaucher des comptables. Ce qu'il avait, c'était la vision et la persévérance. Et il a échoué aussi, plusieurs fois. Alibaba a failli faire faillite plusieurs fois. Les investisseurs ne l'aimaient pas. Les gens pensaient que son idée était stupide. Mais il a continué. Puis, il y a eu Pony Ma. Pas de lien de parenté avec Jack Ma, mais un homme très différent. Pony Ma a étudié l'informatique à l'université de Shenzhen. Il était un programmeur. Il a travaillé pour un fournisseur d'accès Internet. Il a vu que les gens voulaient communiquer. Il y avait ICQ, une application occidentale de messagerie instantanée. Pourquoi pas créer une version chinoise? Il a créé QQ. C'était simple. C'était une application de messagerie. Vous pouvez envoyer un message à votre ami. C'était tout. Mais c'était révolutionnaire pour la Chine. QQ s'est développé rapidement. Des millions de gens l'utilisaient. Pony Ma a réalisé qu'il pouvait monétiser cela. Il a commencé à vendre des objets virtuels. Des costumes pour votre avatar. Des accessoires. Les gens les achetaient. Cela semblait absurde. Pourquoi payer pour un costume virtuel? Mais cela a marché. Et cela a généré des milliards de revenus. Pony Ma a transformé QQ en Tencent. Ensuite, il a créé WeChat. WeChat a commencé comme une application de messagerie. Mais c'est devenu beaucoup plus. C'est devenu un portefeuille, une plateforme de paiement, un réseau social. Tout. Pony Ma était un technologue. Il comprenait le code. Il comprenait la technologie. Mais il y avait une autre différence. Jack Ma était un visionnaire. Il rêvait grand. Pony Ma était un innovateur. Il améliorait les choses existantes. Il les adaptait. Puis, il y a eu Zhang Yiming, le fondateur de ByteDance, l'entreprise derrière TikTok. Zhang Yiming était né en 1983. Il est un homme tranquille, pas charismatique comme Jack Ma, pas exubérant comme Pony Ma. Il est méthodique. Il analyse. Il a étudié l'informatique. Il a travaillé pour plusieurs entreprises. Il a créé des applications. Puis un jour, en 2012, il a eu une idée. Créer une application qui recommande du contenu en fonction de vos préférences. C'était après YouTube. C'était après Facebook. L'idée n'était pas vraiment nouvelle, mais l'exécution était différente. Zhang Yiming a construit un algorithme qui comprenait ce que vous aimiez regarder. Il vous montrait plus de ce que vous aimiez, puis il vous montrait des variations. Pour vous garder intéressé, cela a explosé en Chine. L'application s'appelait Toutiao. Les gens la regardaient pendant des heures. Cela ressemblait à un problème. Les gens étaient addicts. Mais c'était aussi un avantage. Plus les gens utilisèrent l'application, plus de données Zhang Yiming recevait. Plus l'algorithme s'améliorait. Puis, il a créé Douyin, qui est devenu TikTok. C'était une application vidéo courte. Les gens pouvaient créer des vidéos de 15 secondes, puis 30 secondes, puis 1 minute, puis plus long. TikTok a envahi le monde. C'est maintenant l'application la plus téléchargée au monde.
C'est plus grande que Facebook. C'est plus grande qu'Instagram. Mais comment une application créée par une entreprise chinoise a-t-elle dominé le monde? Parce que l'algorithme était meilleur. L'algorithme comprenait vraiment ce que les gens voulaient regarder. Il apprenait rapidement. Il s'adaptait. Zhang Yiming est maintenant l'une des personnes les plus riches du monde. Mais il n'est pas célèbre. Peu de gens connaissent son nom, contrairement à Jack Ma, qui est une célébrité, qui apparaît partout, qui parle à tout le monde. Puis il y a Ren Zhengfei, le fondateur de Huawei. Ren Zhengfei était un ingénieur militaire. Il travaillait pour l'armée chinoise. Il a conçu des équipements de communication. Puis il a quitté l'armée. Il a créé Huawei. Huawei a commencé en copiant les technologies étrangères. C'est ce que toutes les entreprises chinoises faisaient à l'époque. Copier, puis améliorer, puis innover. Mais Ren Zhengfei avait une approche différente. Il ne voulait pas juste copier. Il voulait inventer. Il voulait créer quelque chose de nouveau. Il a investi énormément dans la recherche. Il a embauché les meilleurs ingénieurs. Il a dépensé des milliards en R&D. Cela n'a pas été immédiatement rentable. Pendant longtemps, Huawei perdait de l'argent sur la recherche. Mais Ren Zhengfei a accepté cela. Il a dit que c'était nécessaire, que sans recherche, Huawei ne serait jamais un leader technologique. Il avait raison. Aujourd'hui, Huawei est l'une des plus grandes entreprises de technologie du monde. Elle crée des puces. Elle crée des équipements de télécommunications. Elle crée des téléphones. Elle concurrence Apple. Elle concurrence Samsung. Ce qui est intéressant avec Ren Zhengfei, c'est qu'il avait une vision à long terme. Il n'a pas cherché les profits à court terme. Il a accepté de perdre de l'argent pendant des années pour construire quelque chose qui durerait. Il y a aussi d'autres entrepreneurs moins connus, mais tout aussi importants. Colin Wang, le fondateur de Pinduoduo, un autre site de commerce électronique, mais différent de Alibaba. Pinduoduo se concentre sur les petites villes, sur les personnes ayant des revenus plus bas, sur les régions moins développées. Colin Wang a réalisé que Alibaba oubliait une partie de la Chine. Les petites villes, les campagnes, les régions éloignées. Il a créé une plateforme pour ces gens, avec des prix plus bas, avec des achats groupés. C'était une idée simple, mais brillante. Pinduoduo est maintenant l'une des plus grandes plateformes de commerce électronique en Chine. Elle concurrence directement Alibaba. Deng Xiaoping a dit une phrase célèbre. Il n'importe pas que le chat soit noir ou blanc, pourvu qu'il attrape les souris. C'était une permission de réussir, peu importe comment, peu importe la méthode, tant que vous réussissez. Les entrepreneurs chinois l'ont entendu, ils ont accepté, ils ont créé. Certains ont réussi, certains ont échoué, mais ils ont essayé. Ce qui unit tous ces entrepreneurs, ce n'est pas leur background, ce n'est pas leur éducation. Jack Ma était un professeur d'anglais. Ren Zhengfei était un ingénieur militaire. Zhang Yiming était un développeur de logiciels ordinaires. C'est leur mentalité. Ils n'avaient pas peur d'échouer. Ils n'avaient pas peur de prendre des risques. Ils n'avaient pas peur de défier le statu quo. Et c'est pourquoi la Chine a progressé si rapidement. Parce qu'il y avait des gens comme eux, des gens qui ont vu une opportunité et qui ont agi, des gens qui ont échoué et qui ont réessayé, des gens qui ont créé quelque chose du rien. Ce n'était pas un miracle, c'était du travail, c'était de la persévérance, c'était de la vision, c'était des gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires.
Lu Chen a 17 ans. Elle vit à Xi'an. Elle va à l'école 6 jours par semaine. Elle se réveille à 6 heures du matin. Elle étudie jusqu'à 22 heures le soir. Elle a peu de temps pour manger. Elle a peu de temps pour dormir. Elle a pratiquement pas de temps pour vivre. Pourquoi? Parce que dans 8 mois, elle va passer le Gaokao. L'examen d'entrée à l'université en Chine. Cet examen dure 2 jours. Il décide de votre avenir. Tout votre futur, votre carrière, votre vie. 2 jours. Le système éducatif chinois est construit autour de cet examen. Tout ce que vous apprenez à l'école depuis l'enfance. C'est pour préparer le Gaokao. C'est l'objectif. C'est la seule chose qui compte. Lu Chen ne pense à rien d'autre. Elle ne pense pas à ses amis. Elle ne pense pas à ses loisirs. Elle pense au Gaokao. Elle rêve du Gaokao. Elle a des cauchemars à propos du Gaokao. Elle étudie les mathématiques. Elle étudie le chinois. Elle étudie l'anglais. Elle étudie la physique. Elle étudie la chimie. Elle étudie l'histoire. Elle étudie la géographie. Elle étudie la politique. C'est énorme. C'est impossible de tout apprendre. Mais elle essaie. Elle ne dort que 5 heures par nuit. Elle boit beaucoup de café. Elle prend des pilules pour rester alerte. Elle a des maux de tête chroniques. Elle a une mauvaise vue. Elle a des problèmes d'estomac. Son corps se casse. Mais elle continue. Ses parents ne peuvent rien faire d'autre que de la soutenir. Ils lui achètent des livres, des guides d'études, des cours particuliers. Les cours particuliers coûtent cher, très cher. Mais les parents pensent que c'est nécessaire. Que sans cours particuliers, Lu Chen ne peut pas réussir. Il y a environ 10 millions de Gaokao chaque année. 10 millions d'étudiants, tous en même temps. Tous stressés, tous anxieux, tous terrifiés. Quelle est la note de passage? Il n'y en a pas. C'est un classement. Vous êtes classé par rapport à tous les autres étudiants. Les meilleures universités prennent les 10% les plus hauts. Les bonnes universités prennent les 30% suivants. Les universités ordinaires prennent les 50% suivants. Le reste, vous pouvez aller dans une université moins bonne, ou vous pouvez abandonner. Cela crée une compétition féroce, parce que votre note dépend de comment les autres le font. Si tout le monde s'améliore, votre note relative baisse. Même si vous vous améliorez aussi. C'est darwinien, c'est impitoyable, c'est conçu pour filtrer, pour trouver les meilleurs, les plus intelligents, les plus disciplinés. Ça marche. Les étudiants chinois sont parmi les meilleurs du monde, dans les tests internationaux, dans les compétitions mathématiques, dans les olympiades scientifiques. Les enfants chinois dominent. Pourquoi? Parce qu'ils étudient plus. Ils étudient mieux. Ils ont de meilleures bases. Ils comprennent comment apprendre. Ils savent comment mémoriser. Ils savent comment faire des examens. Mais il y a un coût psychologique énorme. Li Ming avait 18 ans. Il a échoué le Gaokao. Il ne s'est pas mal débrouillé. Il s'est bien débrouillé. Mais pas assez bien. Il n'a pas été accepté dans la meilleure université. Il a été accepté dans une bonne université. Pas la meilleure, mais bonne. Il s'est tué. Il a sauté d'un immeuble. Pourquoi? Parce qu'il pensait que c'était un échec. Parce qu'il pensait que sa vie était finie. Parce que ses parents lui ont dit qu'il les avait déçus. C'est une histoire vraie. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Des enfants qui se tuent après le Gaokao. Des enfants qui ne peuvent pas supporter la pression. Des enfants qui craquent. Le gouvernement a remarqué. Il a commencé à parler de réforme, de réduire la pression.
de rendre l'éducation plus humaine. Mais c'est difficile. Le système est trop ancré. Les parents veulent que leurs enfants réussissent. Les enfants eux-mêmes pensent que le Gaokao est l'avenir. Il y a aussi le coût physique. Les enfants développent de mauvaises visions à cause des heures d'études. Peut-être 40% des enfants chinois portent des lunettes. C'est très haut. C'est trop haut. C'est directement lié à l'éducation, à l'étude. Il y a aussi l'obésité, parce que les enfants ne font pas d'exercice. Ils étudient. Ils n'ont pas le temps pour le sport. Ils n'ont pas le temps pour jouer. Ils n'ont pas le temps pour respirer. Mais le gouvernement a pris certaines mesures. Il a limité les heures de cours particuliers. Il a interdit les entreprises d'enseignement. Il a dit que les enfants devraient étudier moins, avoir plus de temps libre. Mais cela ne fonctionne pas complètement. Pourquoi? Parce que les parents continuent à payer pour les cours particuliers, même si c'est interdit. Parce que les écoles privées continuent. Parce que les enfants savent qu'ils doivent étudier plus pour réussir. C'est un dilemme. Le système éducatif chinois crée des génies, mais il détruit aussi les enfants. Il crée de l'excellence, mais il crée aussi du trauma psychologique. Zhang Wei était une bonne étudiante. Elle a obtenu de bonnes notes. Elle a été acceptée dans une bonne université. Mais pendant l'université, elle s'est effondrée. Elle avait une dépression. Elle ne pouvait pas étudier. Elle ne pouvait pas se concentrer. Elle ne pouvait pas faire face. Pourquoi? Parce qu'elle avait étudié trop dur. Pendant trop longtemps. Elle avait brûlé ses ressources émotionnelles. Elle s'était sacrifiée. Et quand le Gaokao était terminé, quand la pression était supprimée, elle s'est effondrée. Il y a beaucoup d'étudiants universitaires comme ça. Ils réussissent au Gaokao, mais ils échouent à la vie. Ils ne savent pas comment vivre sans pression. Ils ne savent pas comment étudier pour apprendre. Ils ne savent que étudier pour réussir l'examen. C'est un problème, un vrai problème. Le système crée de bons testeurs, pas de bons penseurs. Il crée de bons mémoriseurs, pas de bons créateurs. Il crée de bons suiveurs, pas de bons leaders. Mais le système fonctionne aussi. Les universités chinoises produisent maintenant des scientifiques de classe mondiale, des ingénieurs de classe mondiale, des mathématiciens de classe mondiale. Les enfants chinois gagnent des médailles d'or aux Olympiades mathématiques. Ils remportent des prix scientifiques. Ils créent des innovations. Alors qui a raison? Ceux qui critiquent le système ou ceux qui le défendent? La réponse est les deux. Le système fonctionne. Les enfants apprennent beaucoup. Ils sont bien préparés. Ils comprennent les mathématiques. Ils comprennent la science. Ils travaillent dur. Ils réussissent. Mais le système aussi brise les enfants. Il les remplit de stress, de peur, d'anxiété. Il leur dit que leur valeur dépend de leurs notes, que s'ils échouent l'examen, leur vie est finie, que s'ils ne vont pas à la meilleure université, ils ne seront jamais quelqu'un de bien.